De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 14 juin 2019. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech du week-end. La version audio vous attend sur rmc.fr ou sur l'appli RMC sur votre smartphone. Et puis la version vidéo sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV. Au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure on va s'intéresser au Wi-Fi. Que ferions-nous sans Wi-Fi ? Eh bien le Wi-Fi évolue. Après le Wi-Fi 5, voici le Wi-Fi 6. Comment ça marche le Wi-Fi 6 ? Est-ce que ça va changer quelque chose à la maison quand ça va arriver ? Ça commence d'ailleurs déjà à arriver. On en parlera avec mon invité, c'est Lionel Paris qui représente la société Netgear, qui est l'un, on va dire, des acteurs incontournables du Wi-Fi. Ce sera tout à l'heure en deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci en tout cas de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle, rejoindre le groupe De quoi je me mêle et puis réagir sur l'actualité avec le hashtag DQJMM sur Twitter. On y va, c'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Évidemment, De quoi je me mêle en première partie, c'est toute l'actualité tech de la semaine. Et en ce vendredi, c'est Christopher Siminelli qui m'a rejoint. Bonjour Christopher. Bonjour François, bonjour tout le monde. Directeur de la rédaction de 01net.com qui s'y colle cette semaine avec plaisir, avec plaisir. Et avec beaucoup d'actu en plus. Ouais, c'est ça qui est bien. Et on va commencer par une actualité qui va faire suer ceux qui, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, peut-être téléchargent ou regardent des vidéos ou des films en streaming. Adopi, c'est pas mort. Et à l'occasion des 10 ans, ont décidé de, comment dirais-je, de surveiller encore plus les échanges sur Internet pour éviter le piratage. Oui, exactement. Donc la Adopi a 10 ans déjà, donc ça nous rajeunit pas. Donc créé le 12 juin 2019, qui mettait en place cette riposte graduée, vous savez. 2009, puisque c'est 2009, 10 ans, bien sûr, voilà. 2009. La riposte graduée, dès qu'on vous repérait sur les réseaux de peer-to-peer, on vous envoyait un premier mail, si vous continuez un deuxième, un troisième, jusqu'à la menace de coupure Internet. Le problème, c'est que la Adopi était construite pour ne surveiller que les échanges de fichiers par du peer-to-peer, des méthodes de piratage qui fonctionnent encore aujourd'hui, le torrent, qui fonctionnent encore, mais qui sont un peu obsolètes. Enfin, en tout cas, il y a d'autres manières aujourd'hui de regarder du contenu. Voilà, c'était l'annonce hier soir lors d'une soirée pour les 10 ans de la Adopi, parce que la Adopi fête son anniversaire aussi. Il y avait du beau monde, etc. Jacques Toubon, Franck Riester, soirée qui devait être vraiment super fun. Et donc, à l'occasion de cette soirée, ils ont annoncé l'extension des compétences de la Adopi au streaming et au téléchargement direct. Donc, jusqu'à présent, on se sentait un peu, on pouvait faire ça un peu en toute impunité. On savait que c'était assez difficilement détectable par les autorités de pouvoir regarder des films en streaming. Là, désormais, ça va changer. Alors, la Adopi ne va pas surveiller votre consommation des films en streaming, mais va s'attaquer aux sites eux-mêmes qui diffusent ces contenus. C'est-à-dire qu'on ne recevra pas un mail ou une lettre parce qu'on regarde un film en streaming. A priori, non, c'est sûr. Mais mais ils vont essayer de couper la racine. Là où la Adopi était vraiment une haute autorité qui ne visait que à avoir une action auprès du public, auprès des consommateurs de contenus piratés, là, désormais, elle va s'attaquer aussi aux plateformes qui proposent ces contenus piratés, notamment en streaming et en téléchargement direct. Voilà, le téléchargement direct, c'est, vous savez, tous ces systèmes qui permettent de télécharger des films ou des séries sur des plateformes de dépôt, de partage de fichiers qui sont plus ou tout moins à fait légales. À la base, complètement légales, parce que ça vous permet de télécharger vos photos de vacances, vos vidéos personnelles, des fichiers Word ou des PDF, et entre autres aussi des séries. Après, Christopher, est-ce que tout ça va servir à quelque chose ? On sait que, évidemment, l'Internet a cette particularité d'être très agile et en général de trouver une riposte ou en tout cas de pouvoir se modifier pour passer entre les gouttes. D'autant qu'il existe déjà aujourd'hui un arsenal juridique qui permet de s'attaquer à ces sites. Alors peut-être que les outils dont on dispose aujourd'hui pour arrêter ces plateformes et ces sites de streaming ne sont pas suffisants.
et donc voilà, d'où l'extension du rôle de la Hadopi aujourd'hui. Sur l'efficacité de la Hadopi, il y a deux discours. Il y en a beaucoup d'entre nous, on a tous un copain qui a peut-être reçu un avertissement. On n'est pas persuadé que ça a vraiment changé ses habitudes. Il y a eu très très peu de sanctions lourdes concernant la Hadopi. Il y a eu très peu de sanctions lourdes. J'ai quelques chiffres sur 2018. En 2018, 1 200 000 premiers avertissements ont été envoyés par mail, 150 000 seconds avertissements par mail et par courrier, et seulement à la fin 25 condamnations et 2 jugements, dont l'un qui a donné lieu à une amende de 500 € et l'autre à des dommages et intérêts. Donc ça fait quand même beaucoup de papier, beaucoup de courriers, beaucoup de timbres pour au final des sanctions réduites. Sur l'efficacité encore, la Hadopi qui chaque année fait un peu son bilan chiffré de l'année, estime donc que 58% des gens qui ont reçu un courrier déclarent diminuer leur consommation de contenu piraté, 44% se tournent même vers des offres légales et 30% des avertis, par contre, eux changent juste de méthode de piratage. Donc ils arrêtent de faire du peer-to-peer et ils passent au streaming ou au téléchargement direct. Voilà, donc le pire ennemi de l'Hadopi, c'est le VPN qui permet en fait de brouiller les pistes en quelque sorte. C'est un peu comme si vous masquiez votre. Il y a 1000 manières de contourner la surveillance de l'Hadopi. Attention, après l'usage du VPN dans ces conditions-là est illégal, puisque évidemment. La conséquence, c'est le fait que vous regardez des programmes qui sont pirates. On enchaîne avec l'autre actu de cette semaine. Elle se passe d'ailleurs à Los Angeles. C'est l'E3, vous le savez, l'E3, ce grand rendez-vous dédié aux jeux vidéo. Chaque année, tous les acteurs, que ce soit les développeurs, les éditeurs de jeux, mais aussi les constructeurs de consoles, se donnent rendez-vous là-bas. Avec malgré tout un grand absent cette année, c'est Sony qui a décidé de ne pas être présent à l'E3, peut-être pour un événement un petit peu plus tard. Ils étaient un peu en mode veille, Sony. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus dans le monde de la tech. Je pense que les marques et les fabricants veulent plus reprendre la main sur leur communication. Et créer eux-mêmes l'événement et ne pas leurs événements. Suiveurs d'un événement. Là, c'est le cas de l'E3, mais c'est aussi le cas au CES, à l'IFA, où il y a de moins en moins de grosses keynotes avec des annonces produits majeures qui, c'est vrai, pourraient être un peu noyées dans un flot d'autres annonces. Donc Sony a fait le choix cette année d'avoir une présence un peu plus faible. La grosse actu, Microsoft par contre était très actif sur cette E3 avec beaucoup d'annonces. La première, c'est qu'ils ont dévoilé les premiers détails de leur nouvelle Xbox, projet Scarlett. Exactement, donc une console qu'on attend très puissante, vraiment entièrement tourné vers le jeu. Ça, c'est intéressant à le remarquer parce que Microsoft, par le passé, avait fait de ses Xbox quelques égarements, des centrales multimédia qui pouvaient faire du jeu vidéo, de la télé, de la musique, plein de choses différentes. Là, je pense que Microsoft s'est fait une raison, s'est dit les gens n'ont pas besoin de nous pour avoir accès à Netflix, n'ont pas besoin de nous pour louer des films et écouter de la musique. Nous, ce qu'on va leur proposer, c'est une console entièrement tournée vers le jeu et dans une qualité la plus dingue possible. Donc cette console est attendue très puissante, qu'elle pourra gérer la 8K, toujours avec une puce graphique AMD qui pourra gérer le refresh dynamique. En gros, c'est un système de synchronisation de la fréquence entre la console et votre téléviseur pour avoir vraiment une image la plus fluide possible. Voilà. Donc un monstre de puissance qui arriverait l'année prochaine, peut-être en fin 2020. Qu'on attend assez logiquement avant les périodes de fête. Donc logiquement. On n'a aucune idée du prix de cette console. Aucune idée du prix. Voilà. Non. Microsoft donc qui s'apprête à lancer une nouvelle console l'année prochaine, mais puis qui accélère aussi sur le cloud parce que c'est aussi l'une des grosses tendances de cette E3, c'est le cloud gaming. Exactement. Donc autant Microsoft va proposer une grosse machine puissante qu'on va mettre dans le salon, mais va aussi proposer des solutions de gaming un peu plus légères et notamment qui passent par le cloud. Et donc ils ont profité de l'E3 pour faire des premières démos de ce système. Pierre Fontaine qui est de 01net, qui est sur place à l'E3, a pu tester la solution de Microsoft. Son article est à lire en intégralité sur 01net, mais si je devais résumer un peu son vécu, il a plutôt une très bonne expérience, assez fluide, pas mal de jeux. Il a trouvé ça plutôt pas
mal, donc très, très encourageant. La première bêta est prévue en octobre de l'année prochaine, mais c'est intéressant de voir qu'un acteur comme Microsoft, et comme d'ailleurs les autres, ont un peu une double stratégie. C'est-à-dire, ceux qui veulent leur jeu, un max de puissance chez eux et avoir leur propre support, on va continuer à leur fournir des grosses machines, mais aussi on pourra en parallèle avoir du cloud gaming et avoir certains jeux, peut-être pas les derniers parce que ça demande beaucoup de puissance et de débit, de pouvoir jouer à ses jeux favoris aussi sur son iPhone, enfin sur son téléphone, sa tablette ou quand on est en déplacement. Parfait. Alors, dernière partie de cette E3, c'est des jeux. Beaucoup de jeux ont été présentés. Un Zelda, notamment, que Nintendo a dévoilé et qui sortira sur Switch, je crois bien. Exactement. Très attendu, forcément. Oui, vu le carton du premier, cette suite est très attendue. Voilà. Exactement. Et alors, évidemment, tous les grands éditeurs étaient là. Un jeu est très attendu aussi. Oui, alors il y a un jeu qui est très attendu, c'est Cyberpunk 2077, qui sera lancé en avril, et c'est clairement le jeu qui a fait le plus parler de lui lors de cette E3. Le pitch, vite fait, le personnage qui s'appelle V, il est porteur d'une puce qui pourrait contenir rien de moins que la clé de la vie éternelle, d'accord, sur une clé USB. Ça, c'est un peu old school, il faut bien l'avouer, mais il a une clé USB sur laquelle il a le secret de la vie éternelle. Ça, c'est chouette. Et donc, évidemment, il fait l'objet de toutes les... C'est un peu un loser quand même. Il a qu'à mettre ça dans le cloud. Ouais, bon, peut-être qu'il n'a pas hyper confiance au cloud. Alors, c'est une ambiance assez sympa entre Watch Dogs. Donc, on est dans le futur avec des hackers, plein de personnages avec plein de profils différents. Le jeu est vraiment assez. Il donne vraiment envie. Et il y a encore quelques détails qui restent à dévoiler sur ce jeu. On ne sait pas encore si ce sera un open world comme Watch Dogs ou GTA ou un jeu un peu plus fermé. En tout cas, ils ont dévoilé des mécaniques de jeu hyper intéressantes et très, très originales. Encore une fois, je vous invite à lire la prise en main de Pierre Fontaine, parce qu'il a pu jouer un peu à ce jeu et assister à des démos un peu plus poussées. Mais c'est clairement l'un des jeux les plus attendus de 2020, alors que avant le 3, on parlait un peu de ce jeu, mais pas plus que ça. Beaucoup, ouais. Et il faut rappeler quand même qu'il y a d'autres gros jeux qui ont été annoncés et qui ont fait beaucoup moins parler d'eux. Watch Dogs, justement, qui sort, il y aura un Watch Dogs 3, donc Légion, qui va s'appeler Légion, qui sortira l'année prochaine. Du Borderlands 3. Il y a un Dragon Ball avec un nom un peu rigolo. Kakarot. Ok, voilà, Dragon Ball, Kakarot. Et ben voilà. Très attendu aussi. Très bien. Et puis il paraît que les Kakarot, c'est bon pour la santé. Donc, exactement. Il faut quand même y aller. Ça rend aimable. Ça rend aimable. On enchaîne avec l'iPhone. Nous sommes à quoi ? Allez, on va dire 3 mois de la sortie des nouveaux iPhones. Et oui, déjà. Donc ça va vite, c'est dingue. Dans 3 mois, la keynote donc Apple, et on commence à avoir quelques indices de plus en plus, on va dire, précis concernant ces nouveaux iPhones, Christopher. Oui, alors deux rumeurs qui se font de plus en plus insistantes, mais assez logiques. Là, aujourd'hui, si on regarde un peu le marché, l'iPhone est un peu à la traîne sur 2 points un peu stratégiques. L'autonomie et la photo. Ouais. L'autonomie, là, il semblerait que Apple va équiper ses prochains iPhones, donc qui seront annoncés en septembre, d'une batterie de 3100 mAh, ce qui serait une batterie les plus grosses batteries jamais intégrées dans des iPhones, ce qui permettrait d'avoir enfin des iPhones avec des autonomies dignes de ce nom et dignes de leur niveau de gamme, on va dire. Pour autant, 3100 mAh, ça reste assez loin de ce que devient un peu le nouveau standard sur Android, qui est plutôt autour de 4000 mAh. Ouais, ça veut dire que c'est la fourchette basse sur un téléphone Android. Ouais, exactement. Dingue, donc après, Apple est très fort pour optimiser le logiciel et le hardware, donc on s'attend à avoir une autonomie qui soit bonne malgré tout. Mais ça, c'est intéressant. Le deuxième sujet, c'est évidemment la photo. Franchement, ça fait maintenant 2-3 ans qu'Apple n'est plus du tout la référence photo sur le marché du smartphone. D'autres acteurs ont vraiment pris énormément d'avance. Et notamment, la nouvelle référence aujourd'hui sur le marché, c'est le Pixel. Eh bien, voilà, il semblerait qu'Apple va introduire un mode nuit qui soit très inspiré de celui du Pixel et qui permettrait de prendre des photos dans la pénombre avec une super belle luminosité, sans flash. Et, donc ça va être aussi très intéressant. Voilà. On parle aussi de l'arrivée d'un grand angle sur l'iPhone. Est-ce que l'iPhone aussi pourra aller plus loin en matière de zoom optique ? On sait qu'aujourd'hui, il plafonne à 2x. Oui.
On voit que le P30 peut monter jusqu'à 5X en optique et 10X en hybride. Donc voilà, est-ce que là aussi, Apple va essayer de faire aussi bien que Huawei? Il semblerait. Ah, bah écoutez, on aura la confirmation de tout ça en septembre prochain. Toujours du côté de chez Apple, et autre rumeur, mais cette fois-ci plus business, Apple essaierait de racheter carrément la partie modem mobile d'Intel. Oui, exactement, qui s'appelle Infineon, qui était une entreprise allemande achetée par Intel en 2011. Et c'est vrai que Intel a un peu levé le pied aujourd'hui sur cette activité modem pour se recentrer vraiment sur son cœur de métier, qui sont les processeurs et les puces, notamment pour smartphones. Mais Apple en profiterait pour racheter cette division modem qui est vraiment très stratégique pour elle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Apple est obligé de travailler avec Qualcomm sur cette partie modem, alors que Apple n'en a absolument aucune envie. Ils sont quand même dans des relations notamment judiciaires, juridiques très tendues. Il y a eu un vrai feuilleton judiciaire qui du coup s'est clôturé parce que Apple s'est résolu à travailler de nouveau avec Qualcomm, ce qu'il n'avait plus le choix, parce que Intel, justement, avait levé le pied sur cette partie modem, et donc Apple ne pouvant plus se fournir chez Intel, était obligé d'aller chez Qualcomm. Donc c'est un enjeu hautement stratégique pour Apple, qui va internaliser cette compétence. Bon, c'est pas fait, mais c'est une rumeur. Oui, en tout cas, voilà, Et l'intérêt, là, clairement, pour Apple, c'est de récupérer des ingénieurs. Il y a quand même une centaine d'ingénieurs spécialisés sur les modems mobiles. Donc c'est autant de personnes qu'on a à aller recruter, à aller chercher. Donc c'est beaucoup plus simple de faire l'acquisition d'une entreprise plutôt que de tout reprendre de zéro. Et il y a aussi pas mal de brevets intéressants à la clé pour Apple. Donc ce serait une acquisition vraiment très stratégique. Et la bataille de la 5G est capitale aujourd'hui, bien sûr. Exactement. Puisqu'on est dans les rumeurs, on va continuer avec, justement, tu l'évoquais, le Pixel, qui est le nouveau smartphone, en tout cas flagship de Google depuis quelques années. Les rumeurs du Pixel 4, il y en a énormément, tant et si bien que Google a réagi. Ouais, exactement. C'est drôle, hein, c'est assez rare. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça, en tout cas, autant en avance de phase, comme on dit. Le nouveau Pixel 4 est attendu pour le mois d'octobre. Donc, il commence à y avoir beaucoup vraiment de rumeurs, des fuites, des photos, mais des photos, qui devenaient de plus en plus franchement réalistes. Et Google s'est dit, OK, bon, très bien, vous avez gagné. Effectivement, on a un Pixel 4 qui va sortir en octobre. Voilà 2 images. On distingue les appareils et donc on devine quelques détails, mais ils ont quand même dévoilé, comme on le voit là sur les images, ils ont dévoilé les images du produit. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ces images ? Google arrêterait avec le mono capteur photo. On sait que les pixels ont fait de très bonnes photos, font de très bonnes photos, mais avec un seul module photo. Donc, là, dès qu'on veut zoomer, on se retrouve avec du zoom numérique et on perd en qualité. Donc autant l'image en elle-même et le traitement est de très bonne qualité, mais on est un peu frustré parce qu'on n'a pas de grand angle, on n'a pas de téléobjectif, et donc c'est un peu dommage. Là, ça devient un peu vraiment intéressant, parce que si le Pixel 4 intègre un module, un triple module photo, donc avec une diversité de focales et cette qualité de traitement d'image, on risque d'avoir le smartphone ultime. On risque vraiment d'avoir la nouvelle référence, encore une fois, du côté de Google sur la photo. Autre fait intéressant, vous savez que le design des pixels, c'est un peu ce côté bigou, bicolore, donc Google arrêterait avec ce design. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et disparition aussi du capteur d'empreinte qui était encore sur un bouton physique chez Google. Donc là, on s'attend quand même à avoir un capteur d'empreinte sur l'écran, un peu comme ce que font tous les grands acteurs du marché. Facial, comme le Face ID d'Apple. Peut-être que ou les deux. Imaginez Google, ou les deux, forcément. Pour terminer avec les smartphones, un mot sur le marché du smartphone en général. Ça bouge énormément. Les leaders d'hier ne sont pas forcément les leaders d'aujourd'hui. Ça bouge énormément, et les chiffres qui ont été dévoilés là sur les ventes du premier trimestre sont juste incroyables. Pourquoi ? Donc Samsung certes reste leader avec 15 millions de smartphones vendus sur le trimestre au niveau mondial, mais en baisse de 6%. Le deuxième, c'est Huawei. Huawei, deuxième à 13,5 millions d'unités, avec une croissance de 66%. Donc il commence vraiment à coller Samsung. Par rapport au même trimestre de 2018. Plus 66%, c'est juste incroyable. Ça, c'est la première donnée incroyable de ce premier trimestre. Et l'autre donnée, c'est Apple, qui est vraiment en chute libre, qui reste en 3e position, mais à moins 30% de ventes par rapport au premier trimestre de 2018. C'est une sacrée claque. Jamais quand même Apple pour Apple n'a fait une sous-performance dans de telles proportions. L'autre fait intéressant, c'est aussi Xiaomi qui colle le trio de tête
et qui petit à petit vraiment grappille des parts de marché et arrive en 4e position. Alors ça va être très intéressant et je pense que la vérité de ce premier trimestre ne sera pas du tout celle du second trimestre. Faut pas oublier que l'affaire Huawei a éclaté vers la fin du 3e trimestre. Et forcément les ventes vont s'en ressentir. Forcément, je pense qu'au 2e alors, trimestre... Alors peut-être pas en Chine, mais en Europe, ça c'est certain. Clairement, il va y avoir un impact. Bien sûr. Nous, les infos un peu marché qu'on a en off, comme on dit, c'est qu'il y a eu un impact sur les ventes de Huawei qui est non négligeable. Et c'est Samsung qui profite. Et c'est Samsung en premier lieu qui profite du report de ces ventes et absolument pas Apple. Voilà pour l'actu de cette semaine, passionnante bien sûr. Merci beaucoup Chris. Merci François. Christopher Simiali, le directeur de la rédaction de zeronet.com. Vous restez avec nous dans un instant. Allez, petit vaccin de rappel sur le Wi-Fi, notamment le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi, on a forcément une borne Wi-Fi à la maison, un routeur, une box. Comment améliorer tout ça? Et surtout, est-ce que le Wi-Fi 6 qui s'apprête à sortir va révolutionner le Wi-Fi à la maison? On en parle avec Lionel Paris, mon invité, dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.